Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver dans les greniers des savoirs. Aujourd'hui, nous sommes chez le professeur Jibo Hamani. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci, professeur, de nous recevoir chez vous dans le cadre de l'émission Les greniers des savoirs. Professeur, vous êtes à ce moment à la retraite, mais vous avez servi longtemps en tant qu'enseignant-chercheur, spécialiste de l'histoire précoloniale, du Niger précolonial. Vous pouvez nous en parler un peu de votre parcours, professeur? Le parcours, effectivement, il est long, relativement, disons. Et je peux dire que si vous voulez que je commence depuis que j'étais à l'école primaire à Tawa, ou bien que je suis venu à Niamey au lycée, et puis ensuite que j'étais en France pour le reste du cursus. Et à l'âge de 6 ans, rentré à l'école. Et puis en 1950, et puis de 1950 à 1985, en 85, j'ai soutenu la thèse d'État à la Sorbonne. Donc, vous voyez, c'est ça, en résumé, le parcours. Oui. Oui, après, vous avez, en tant que chercheur, vous avez servi à l'IRCH, à l'Institut de recherche en sciences humaines, parce que vous étiez directeur de l'IRCH des années 70 à Oui, j'ai été directeur de l'IRCH, je crois que c'est en 1977. Hein? Oui. Et puis après, j'ai quitté la direction de l'IRCH parce que ça me gênait dans mes recherches. J'ai demandé à partir. Ça me gênait dans mes recherches. J'avais voulu trouver une formule, mais enfin, finalement, j'ai décidé de partir carrément parce que mes recherches, c'était sur l'Aïr. Et donc, je passais en moyenne 2 mois par an de l'Aïr. Et il y a l'administration de l'IRCH. Bon, ça n'allait pas. Ça me faisait trop travailler. Et donc, chaque année, en saison froide, je me dirige sur Agadez. Vous savez que l'Aïr, ça fait un peu plus de la moitié de la superficie du Niger. Et donc, l'Agadez, Ingel, Tigida, Ifrouane, et Bilma, Dirkou, donc Fachi, et comment on appelle ça, Géos, en Tamashek on appelle Géos. Comment ça s'appelle là où il y a de l'eau là? Donc vers Chirfa. Donc je faisais toute cette région chaque année. Et ça fait plusieurs milliers de kilomètres. Et ça ne pouvait pas aller avec l'administration de l'IRCH. Donc j'ai préféré partir. Je suis parti et j'ai parcouru quand même un peu le pays là. D'abord, pour le doctorat de 3e cycle, j'ai parcouru l'Ader. Toute la région de l'Ader, je l'ai parcouru. Ensuite, jusqu'à Koni Sokoto, j'ai fait tout cela. Et pour le doctorat d'État, évidemment, j'ai fait également la même région, mais c'était une extension. Ma recherche, c'est l'extension de l'Ader vers le nord. Et ce nord est immense. Donc, ça, c'est mon champ de recherche. Et
c'était d'autant plus prenant que, vous savez, au-delà de Agadez, il y a la zone nomade. Et cette zone nomade, donc, vous pouvez faire 100 km entre deux villages, entre deux campements. Donc, je peux dire que j'ai fait tout cela. J'ai passé des jours dans chacune de ces régions-là. Et d'autant plus facilement que le mode nomade Touareg est extrêmement accueillant. Donc, bon, ça c'est le parcours nigérien. J'ai été également au Mali. J'ai été au Nigeria jusqu'à Turunku. Turunku, c'est au sud, c'est l'origine du sultanat des Zaria, jusqu'à Turunku. J'ai fait le Kabi, j'ai fait Kano, Sokoto, Katsina. Et c'est l'ouest du Niger que je ne connais pas. Ou plus exactement, je le connais à travers ce que les autres ont écrit là-dessus. Il y a des gens comme les Boubé, les Rouches, les Boubou, tous ces gens-là, ils ont écrit sur le Songhai, mais j'ai lu le Tariq al-Soudan, j'ai lu le Tariq el-Fattash en français et en arabe. Et donc, je ne me suis jamais éloigné de cette science-là qui concerne l'ouest du Niger. D'autant plus que si vous faites Agadez, si vous étudiez l'Aïr, vous êtes obligé de toucher toutes les régions du Niger. La langue des gens de Ingel, c'est leur langue d'origine. Cette langue-là a été influencée après par d'autres langues. Premièrement, par la langue des Touaregs quand ils sont venus. Les Touaregs sont venus du nord. Ensuite, vous avez la langue, les gens qu'on appelle des shérifs. Les shérifs, c'est des shérifs. C'est-à-dire c'est des gens de langue arabe. C'est la preuve. Donc, ils se sont mélangés, Touareg, et puis maintenant, les Hausa est venu. Quand ces gens-là comptent, ils disent Afo, Hinka, Inze, Taki, et puis après, Hamsa, Setta, Saba, Asmani, Tessa, Ajra. Dans le même compte. Et c'est donc les Igdalen, les Dawsahak, les Barkouriens. Vous voyez, vous avez les Touaregs qui s'appellent Barkouriens, Borokware. Barkouriens, les Barkouriens, donc ils parlent cette langue, ce qui montre la très longue ancienneté de cohabitation entre ces populations. C'est-à-dire, c'est des centaines et des centaines d'années. C'est ça, de cohabitation. Hein? Et c'est pour ça qu'au moment où la première rébellion, j'ai dit non, les gens là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Les gens qui croient que la population la langue de Ingel est une langue venue avec Al-Kiyama. Non, ça n'a rien à voir. Donc, vous saisissez les rapports étroits entre l'Aïr et l'ouest du Niger. Ensuite, vous avez vous savez ce qu'on appelle dans l'Ader les Asna Mahalba. Les Asna Mahalba, Asna, c'est le terme employé autrefois pour désigner les populations des gens. Ce sont des gens qui sont venus de l'Aïr. Ils sont venus de l'Aïr. Aujourd'hui encore, si vous allez à côté de Tawa, à Kolama, vous allez voir les Aonankarawa. Ils sont là. Ce sont eux qui sont à l'origine de la création de Tawa. Et Aonankarawa, c'est du Tamashek. Là-bas, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens de langue touareg qui ont pris le nom que leur donnent les gens des langues Zerma et qui ont
qui ont, je ne sais pas si ça s'appelle légèrement avant, mais en tout cas c'est la même langue. Et ils ont pris donc le nom que les gens leur donnent. Ça arrive souvent dans l'histoire que des gens s'approprient le nom que d'autres leur donnent. Mais ici, c'est le contraire qui s'est passé. Donc, vous voyez, à nous, en tamashek, c'est le puits. Unan, c'est le pluriel. Unan karat, les trois puits. Et ces gens-là, ils portent ce nom de tamashek. Ils parlent à Hausa, mais c'est le nom en tamashek qu'ils portent. Ça, c'est pour les Hausa. Si vous prenez en ce qui concerne les Bérébéri, plus à l'est, vous allez voir qu'en 1450, quand il y a eu la création, le renouvellement au fin de l'empire de Borno, à Birning Gazargamou, en 1450, c'est avec les Makitan. Les Bérébéri et les Makitan. Les Makitan, c'est parmi les grandes tribus autrefois de l'Aïr. Maintenant, c'est une petite tribu. Ça, c'est normal de l'histoire. Les gens, souvent, s'étonnent. En réalité, on est grand aujourd'hui, demain, on est petit. On est petit aujourd'hui, si on est décidé, on devient grand demain. Et c'est ce qui arrive aux États. C'est ce qui arrive au peuple. C'est ce qui est arrivé, par exemple, au Borno. Mais en 1450, quand Ali Gaji a recréé le Borno, eh bien, il s'est en compagnie des populations touareg. Les populations touareg. Donc, les populations du Niger, ouest, centre, nord, est, sont intimement imbriqués de l'histoire. Mais comme au Niger, on ne rappelle pas ça aux gens. On rappelle seulement les gens. Moi, j'ai compris la parenté à la plaisanterie des Gobira et des Armas en étudiant l'Aïr. Quand j'ai vu qu'au niveau de Tigidit, les gens de population des langues Armas étaient à l'ouest, les gens des populations de langue Hausa étaient à l'est de Gobirawa, et que le point de rencontre, c'est là, au niveau de la vallée de Tigidit. J'ai dit donc, ces gens-là ont vécu côte à côte. Ils ont vécu ensemble autrefois. Donc c'est ce qui explique qu'il y a eu même des mariages entre eux, parce qu'on dit qu'il y a des mariages qu'il y a eu entre les gens armaphones et hausaphones, que c'est que de là vient la parenté, ce qu'on appelle la parenté en plaisanterie. En réalité, ce n'est pas une parenté à plaisanterie. C'est une parenté, c'est un cousinage. Cousinage, oui. On doit appeler ça cousinage, mais pas parenté à plaisanterie, parce que ce n'est pas pour la plaisanterie. Vous êtes cousin. Ce n'est pas seulement quand vous plaisantez que ça marche. Non, non, non. Même quand il y a un conflit, on vous rappelle que vous êtes cousin, que vous n'avez pas le droit d'aller là où vous êtes allé. Donc c'est un cousinage, c'est plus fort qu'une parenté en plaisanterie. Bon, c'est parce que les gens plaisantent entre eux qu'on a dit parenté en plaisanterie. Donc, quand vous voyez ces populations-là, et autre chose, c'est que dans mes recherches au Nigeria du Nord, j'ai constaté, j'ai toujours été bien accueilli partout, très bien accueilli. Dès que vous êtes Nigérien, vous êtes très bien accueilli. Et quand vous étudiez l'histoire, vous voyez que c'est un continuum. Beaucoup de créations du nord Nigeria sont parties de la région actuelle du Niger, en particulier de la région de l'Est, vers les Osebaki, les Darnakawa qui ont créé, les gens qui ont créé Kano sont partis de là. Les gens qui ont créé Kaduna sont partis de Demagram. Donc vous voyez, en 1809, quand Sokoto a été créé, d'après une thèse qui a été faite par un Nigérian, il y avait 17 quartiers à Sokoto créés par les Adarawa.
17 quartiers d'Adra. Vous avez, juste à côté, vous avez un village, le village de Bonkano. Ce sont les Allemands qui sont partis se battre aux côtés de Ousmane Danfodio. Donc, quand vous faites l'histoire de l'Aïr, vous touchez à tout cela. C'est extrêmement important, l'Aïr, dans la genèse de la population du Niger et dans la formation des communautés qui constituent le Niger actuel. De l'extrême ouest à l'extrême est, du nord au sud. L'Aïr est présent. Hein? Quand vous étudiez l'Aïr, vous êtes obligé de toucher à tout le Niger. Oh. Merci professeur. Donc, pour venir à vos publications, là, on va parler des ouvrages, parce que toute cette recherche a abouti à la publication des ouvrages, parmi lesquels le Sultanat de l'Aïr, qui a été publié et qui est ici, qui est exposé là, et également l'ouvrage sur l'Adar précolonial, et dans lequel, bon, souvent, avant, on posait la question, cet espace appartient-il au monde Touareg ou fait-il partie du monde Hausa? Oui, Adar fait partie du monde Hausa. Mais les Français, ils font partie du monde gaulois ou du monde italien latin. C'était des Gaulois. Ensuite, les Romains sont venus, ils ont envahi le pays. La langue gauloise a disparu. C'est la langue des Romains qui a pris la place. Et avec les années, les choses se sont modifiées, ce qui fait que vous avez une langue qu'on appelle français, et les Français, on les appelle des latins. Mais le mot français, ça vient de quoi? Le mot français vient de franc. Les Francs, c'est qui? Les Francs, c'est des Allemands. Vous voyez? Des Allemands, donc. Et maintenant, ce n'est pas des Allemands, c'est comme ça tous les peuples du monde. N'est-ce pas? Dans l'histoire, dans l'Ader, les gens d'origine Hausa étaient les premiers, les plus nombreux. Hausa par la langue. Hausa par la langue. Parce que je rappelle souvent aux gens que Hausa, c'est le nom de la langue. Ce n'est pas un nom de peuple. C'est un nom de langue. Quand vous dites, si un Germain vient vous parler, vous ne comprenez pas le Germain, vous pouvez dire Bansan Hausa Shiva. Pourtant, il ne parle pas Hausa. Bansan Hausa Shiva. Bansan Hausa, cela veut dire que ça prouve que le terme Hausa signifie langue. Je ne connais pas sa langue. Si un Yoruba vient vous parler, si quelqu'un vous demande de traduire, vous dites non, Bansan Hausa Shiva. Il ne parle pas Hausa, il parle Yoruba. Mais vous dites Bansan Hausa Shiva. Cela montre que le terme Hausa est un terme qui signifie langue. Et quand vous regardez dans le dictionnaire Abraham, il vous dit le terme Hausa vient du terme lisan. Lisan en arabe, ça signifie langue. Donc, c'est la langue qui s'inspire. On a bail de Hausa. Ni ban san Hausa shi ba. Faɗa min en Hausance, c'est-à-dire dis-moi ça clairement dans la langue. Donc le terme Hausa, c'est maintenant qu'il est en train de devenir des significations de peuple. N'est-ce pas? Vous allez comprendre, par exemple, vous allez à Tawa. Vous allez à Tawa, quand vous dites à quelqu'un où vas-tu, dis Zana Hausa. Mais vous pouvez vous étonner. Pourquoi il vous dit Zana Hausa? Il veut dire je vais à Sokoto. À Koni, à 90 km de Sokoto,
Hausa, ça signifie la région de Sokoto. Si vous écoutez les chansons de Narambada, qui est mort, celui qui a fait la chanson Dokin Iskadan Filingue. Donc, quand il parle de Hausa, c'est dans cette zone-là. Donc, c'est maintenant progressivement que le terme est en train de devenir, c'est comme le terme Songoy, le terme Sonrai, quand nous disons Sonrai en français, le terme Sonrai, si vous regardez le Tariq El-Fettash, écrit par un ami de Atkia Mohamed, donc qui connaît la chose dont il parle, quand vous voyez ça, quand vous le voyez, le terme de Songoy, et même avant, le terme Songoy, c'est uniquement un terme appliqué au pays. On appelle Songoy le pays qui va depuis Tombouctou, le long du fleuve, jusqu'à la frontière du Kaby. C'est ça Songoy. C'est ça le Songoy. Donc, quand on dit, mais comme les gens qui ont traduit le Tariq El-Fettash et le Tariq El-Soudan, ils ont mal traduit le terme Al-Songoy. Ils ont dit, au lieu de dire les gens du Songoy, ils ont dit les Songoy. Les. C'est ça, c'est de là que ça vient. Donc, vous voyez les choses, aussi bien en ce qui concerne les Hausa, les gens qui sont devenus Hausa, ou qui sont en train de devenir Hausa, n'est-ce pas? Et qui oublient que le terme Hausa est un terme qui est tiré de la langue. C'est très important. Bon, c'est aux chercheurs de faire la lumière là-dessus et de populariser les recherches. C'est aux chercheurs de le faire. Sinon, quand vous dites les Keltamajak, c'est quoi? Ça signifie que les gens qui sont liés par la langue tamajek. C'est ça Keltamajak. Donc vous voyez, quel que soit, vous n'avez pas besoin d'être rouge ou bleu ou chose pour être tamajek. C'est la langue qui doit vous unir. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui, c'est comme pour l'arabe, quand le prophète dit que Man yatakallam bil arabiyya huwa arabi. Man yatakallam bil arabiyya. Celui qui parle la langue arabe, celui dont la langue est l'arabe, c'est lui l'arabe. Donc vous n'avez pas besoin d'appartenir au Quraysh ou au Banu Hashim pour être arabe, si votre langue est arabe. Merci professeur. Vous avez, quand on regarde vos travaux, vous avez fait aussi des réflexions sur les fondements de nos institutions, ce que devraient être nos institutions, ce que devait être l'éducation, mais aussi il y a eu beaucoup de travaux sur l'islam également. Et donc les trois points-là, je voudrais si vous pouvez revenir sur notamment les fondements de nos institutions. Oui, les institutions, donc, nous avons recouvré notre indépendance pacifiquement, ou plus exactement, on nous a donné l'indépendance. Hier encore, j'entendais quelqu'un qui disait sur une chaîne de télévision, donc, les Français ont donné l'indépendance, ils ont choisi les dirigeants. Ils ont choisi les dirigeants à qui ils ont donné l'indépendance. Et c'est ça qui pose problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de bagarre avec les Français. Les Français ont fait les constitutions de nos pays, c'est eux qui ont écrit ça. Les accords de coopération, c'est eux qui ont écrit ça. Nos dirigeants, ils sont venus, ils ont signé, c'est tout. Même au début, par exemple, même l'université appartenait aux Français. L'uranium, pas question
d'en discuter en dehors des Français. Voilà comment le Niger est devenu indépendant. Et c'est la même chose pour le Bénin, la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta qui est devenue Burkina. Donc, notre problème donc, vient de là parce que les institutions, il n'y a jamais eu de réflexion sur la nature des institutions. J'ai rappelé que quand les Français sont venus, quand ils nous ont envahis, quand ils nous ont vaincus, parce que c'est la guerre, si vous lisez mon livre sur l'histoire du Niger, vous verrez que dans les Français, et je cite les Français, c'est des Français que je cite, ils ont fait des dégâts incroyables ici. Là. Tout le long du fleuve, ils ont brûlé. Quand les hommes se sauvent, parce que quand ils prennent les hommes, c'est ces hommes-là qui deviennent presque des esclaves, c'est eux qui transportent les bagages des Français. Quand les hommes se sauvent, les femmes restent avec les enfants. Qu'est-ce qu'ils font parfois? Ils mettent les femmes et les enfants dans des cases et ils mettent le feu. Je répète, ils mettent les hommes, les enfants et les femmes dans les cases et ils mettent le feu. Ils les brûlent. Lorsque les Français sont partis à l'est, en direction de l'est, et les gens avaient empoisonné les puits, les Français et leurs tirailleurs étaient menacés de mort. Ils ont fait demi-tour vers le fleuve. Quand ils sont arrivés au fleuve, les animaux, ils avaient des animaux. Les animaux ont aperçu l'eau et puis ont foncé, ils ont pétiné les tirailleurs pour arriver à l'eau. Et ce que les animaux ont fait, les Français en ont dit la population responsable. Et ils ont massacré. C'est des massacres. Les Français, quand ils sont ensuite, ils ont vaincu le pays. Ils ont vaincu le pays et ils ont créé l'organisation administrative. L'organisation administrative qu'ils ont créée, c'est pour servir les objectifs des Français. Par conséquent, au moment où nous sommes devenus indépendants, il fallait réfléchir et se dire que ces institutions-là, les Français les ont créées pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Pour rendre leur séjour ici, leur domination facile. Lorsque nous sommes devenus indépendants, on devait se dire, mais pourquoi les Français n'ont pas supprimé la chefferie? C'est qu'ils ont appelé la chefferie. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un pays qui était gouverné. Ils savent que le pays est gouverné. Toutes les régions du Niger sont gouvernées. Il y a des chefs, il y a des gens qui... Il y a des cadis, il y a des écoles, il y a des gens qui assurent la police. Tout ça, ils avaient trouvé ça. Donc, ils ont trouvé un... Alors, ils se sont... Comme ils ne voulaient pas dépenser, ils se sont servis des institutions qu'ils ont trouvées. Mais ces institutions, ils les ont mises à la disposition de l'administration française pour les objectifs de l'administration française. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, 2022, nous sommes là-dessus. Nos dirigeants n'ont rien fait pour se dire, mais qu'est-ce que nous pouvons retirer de nos institutions, peut-être moderniser, pour que le pays soit gouverné? Non, ils n'ont pas fait ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais à Maradi, il y a eu une réunion, une nigérienne là. Je ne sais pas, j'ai oublié quelle est l'institution, mais c'est une institution internationale qui a organisé ça. Et il y a une députée qui a pris la parole et elle s'est adressée au chef. Elle dit au
ku ne uwayen ƙasa, ku ne mutane ke saurara. J'ai dit, mais cette femme-là, j'ai dit à mon collègue de l'université qui était avec moi, j'ai dit, mais cette femme-là, elle est en train de dire que l'Assemblée est inutile. Puisque les députés, c'est eux qui sont censés représenter le peuple, n'est-ce pas? Mais la députée, elle dit aux gens, non, mais... Elle dit aux gens, mais c'est vous que les gens suivent, c'est vous que les gens connaissent, c'est vous les pères de la nation. Donc, à quoi ça sert? Ils nous ont montré, c'était dramatique, mais elle n'avait pas conscience de l'énormité de ce qu'elle disait. Alors, dans d'autres pays, un jour j'ai dit ça au chef, dans d'autres pays, quand ils ont recouvré leur indépendance, ils se sont assis, ils ont dit comment est-ce que nous allons gouverner? Comment est-ce que nous allons gouverner notre pays? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans nos institutions traditionnelles? Nous allons récupérer ça. Et puis, ce qui est la modernisation que nous devons apporter pour être en symbiose avec le contexte international, bon, nous allons... Mais on n'a pas fait ça au Niger. Il n'y a pas au Niger. Le Niger est gouverné exactement... C'est comme l'école. L'école est gouvernée exactement comme ce que moi j'ai appris, comme ce que les gens qui sont venus avant moi ont appris. C'est exactement l'école. Voilà ce qu'on peut dire. Il n'y a pas eu, en ce qui concerne les institutions, il n'y a eu aucun effort. J'ai parlé des institutions. Quand vous voyez comment des pays, on peut citer par exemple le petit royaume de Kony, on peut citer le Goubir, on peut citer l'État Songhai, on peut citer l'Ader, on peut citer le Damagram, on peut citer le Borno, on peut citer beaucoup de tous ces pays-là. Ils étaient gouvernés, organisés et avec par exemple de l'Aïr, vous avez à partir de Firouane, il y a une frontière à Ifirouane. C'est que peut-être les gens qui ont fait la rébellion ne savaient pas, ils ne savent pas. À partir d'Ifirouane, il y a le Tourawa qui part jusqu'à Ifirouane pour rencontrer les caravanes. Chaque caravane paye un impôt, une taxe d'entrée. Chaque caravane paye une taxe. Et ce qui fait que, à côté, si certains d'entre vous ont dû aller à Agadez, vous allez à Agadez, vous avez la maison du sultan, et à côté, vous avez là où il reçoit les gens maintenant. Il y avait une énorme bâtisse qu'on appelait Beit el-Mal. Les taxes sont regroupées là. Des étoffes, des objets de toutes sortes sont regroupés là. Du mil regroupé là. Quand quelqu'un, un pauvre Agadez, n'avait pas de quoi nourrir sa famille, il vient voir le sultan et le sultan dit allez-y ouvrir la porte et donnez-lui. Quand il veut habiller sa famille, il n'a rien, il est d'Agadez, il est autour du sultan. Le sultan dit allez, voilà, des étoffes et donnez pour qu'on couse quelque chose pour sa femme. Tout le monde, c'était comme ça. Quand un étranger passe, les gens qui ont perdu leurs animaux, par exemple, et qui cherchent, ils passent, il n'a rien. Le sultan les nourrit. Ça, c'est une organisation. Et maintenant, vous demandez à ces gens-là de faire le travail qu'ils faisaient avant, et ils n'ont rien du tout. Les chefs n'ont rien du tout. Avant, c'est les chefs qui donnaient. Maintenant, c'est les chefs qui prennent. Si vous allez voir le chef de votre village, il va vous dire ce que tu as amené. Alors qu'avant, puisqu'il recevait des taxes, quand il jugeait les gens, quand il y a une... comment on appelle ça? Quand le jugement taxe quelqu'un, quand
ça va chez lui. Donc lui, quand quelqu'un vient chez lui, lui demander, eh bien, il avait ses champs. Bon, avant il y avait l'esclavage, bien sûr. Mais même l'esclavage, j'en ai parlé. L'esclavage, quand il suit les coutumes, la tradition islamique, il n'a rien à voir avec l'esclavage européen. Dans l'esclavage européen hérité des Romains, quand vous tuez votre esclave, même si c'est au marché, quand vous le tuez, personne ne vous demande de rendre de compte. Vous avez le droit de tuer votre esclave. Ça, c'est la tradition romaine. Et dans la tradition, de la tradition française, allemande ou autre, dans cette tradition-là, l'important, et ça aussi c'est à retenir, c'est à retenir ce que nos dirigeants parfois ne retiennent pas. La terre, c'est plus important que l'homme. Chez nous, c'est l'homme qui est important. On vous dit combien de gens sont derrière lui. Mais chez les Européens, ce n'est pas important ça. Ce qui est important, c'est la terre. La preuve, c'est que au Moyen-Âge, quand vous vendez votre terre, les gens qui travaillent là-dessus et qui habitent là-dessus, ces gens, vous les vendez avec la terre. Ils suivent celui qui a acheté la terre. Quand vous mariez votre fille, quand un seigneur marie sa fille, il peut dire, parce que chez eux, c'est la femme qui apporte la dot, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'homme. Chez les Européens, c'est la femme. Eh bien, si vous mariez votre fille à un autre seigneur, vous pouvez dire, bon, tu vas prendre cette partie-là. Vous coupez, vous pouvez lui dire, cette partie-là, maintenant ces terres-là sont à toi. Et si tu prends les terres, tu prends les hommes aussi avec. Ils sont tes esclaves. C'est pour ça, mais on ne les appelle pas esclaves, on l'appelle serfs. Serf et esclave, c'est des synonymes. Ils ont le terme de serf. Donc, il faut comprendre que nous ne pouvons pas prendre les institutions européennes et les plaquer chez nous parce que nous n'avons pas la même conception de la société, nous n'avons pas la même conception de l'homme, nous n'avons pas la même conception de la vie sociale. Mais ici, bon, c'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes. Vous avez des problèmes et puis les gens sont étonnés. Et les gens viennent vous dire, comme cette femme-là dont je vous ai parlé, pour dire que Kouni, c'est vous que le peuple connaît. Et alors que c'est les députés qui font la loi ici au Niger, non? Comme ailleurs. Donc c'est les députés qui sont censés diriger le peuple. C'est les députés qui sont censés connaître le pays. Alors là, pourquoi ne pas s'asseoir et se dire pourquoi ça ne marche pas chez nous? Pourquoi après 60 ans, nous sommes toujours dans une situation de précarité? Pourquoi? Pourquoi? Nous avons des gens qui travaillent, nous avons des gens qui émigrent, qui vont au Ghana, qui vont en Côte d'Ivoire, qui vont à Libye, qui vont en Europe pour chercher du travail. Ce ne sont pas des gens qui sont couchés. Alors ces gens-là, ils sont prêts à travailler. Il faut que les dirigeants leur ouvrent les chantiers pour qu'ils travaillent. Ce n'est pas difficile. Le Niger n'était pas un pays pauvre à l'arrivée des Européens. Ce n'était pas un pays pauvre. Même ce qui s'est passé, j'ai écrit un article sur la question des rébellions, ce qu'on appelle les rébellions Touareg, en disant que, mais qui est-ce qui a appauvri le monde Touareg? Qui? C'est la colonisation française qui est à l'origine de ça. Autrefois, les gens, il y avait parfois des caravanes de 100 000 chameaux. Je vous dis 100 000, pas 10 000, pas 20 000. 100 000 chameaux qui transportaient des produits à travers, depuis la Libye, depuis l'Algérie, surtout depuis la Libye, qui traversent le Niger, qui vont au Nigeria. Ces produits allaient jusqu'au sud du Nigeria.
Et c'est des chameaux du Niger. Avec 2 chameaux, je dis bien 2, avec 2 chameaux, si vous mettez 2 chameaux dans une caravane, on dit que ce que vous gagnez, c'est suffisant pour nourrir votre famille pendant 1 an. Pendant 1 an. Voilà les raisons pour lesquelles vraiment les Nigériens doivent ne pas être des perroquets qui répètent ce qu'ils ont entendu. Quelqu'un qui n'est pas de notre espace ne peut pas comprendre la situation qu'on est en train de vivre. Il ne peut pas comprendre. Il est absolument inutile de chercher des gens pour venir aider les Nigériens à faire la paix chez eux. C'est inutile, strictement inutile. Ça ne sert à rien. La solution doit venir de nous. C'est nous qui connaissons les choses. Ce n'est pas quelqu'un qui vit à Paris, ce n'est pas quelqu'un qui vit à Washington qui peut venir pour nous montrer la voie à suivre pour que les gens vivent en paix. Non, on vit en paix. Nous sommes... Pourquoi les Allemands sont des cousins des Touaregs, hein? Ou pourquoi ils sont des cousins de Gobirawa? Pourquoi les Adrawa sont des cousins de Agarsawa? Pourquoi est-ce que les Maurice sont des cousins des Peuls et des Beriberi? Mais faites un trait entre ces cousinages et vous allez voir, vous allez voir que vous avez un véritable tissu social uni. C'est sur cette base-là qu'il faut construire le pays. Ce n'est pas sur la base des spéculations qui nous sont apportées par des gens qui ne nous connaissent pas. Si on vous dit en tant que Nigérien maintenant, il y a quelque chose, il y a une bagarre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Est-ce que vous allez comprendre quelque chose? Est-ce qu'on vous amène, on vous dit que c'est vous qui allez faire la paix? Parce que simplement vous avez les Kalachnikov. On vous dit d'aller faire. Vous ne pouvez pas faire la paix entre les Coréens, vous ne pouvez pas faire la paix entre les Chinois et les Mongols, vous ne pouvez pas faire la paix entre les Russes et les Tchétchènes, vous ne pouvez pas, vous ne les connaissez pas. Le président français ne connaît rien du tout de ce qui se passe chez nous. Il ne peut pas faire la paix. Il dit que la femme nigérienne fait 7 enfants. Mais le Niger a combien d'habitants au kilomètre carré? 1 267 000 km². Même si vous arrivez à 1 million de kilomètres carrés, nous avons 20 habitants au kilomètre carré, n'est-ce pas? La France a 110 habitants au kilomètre carré. Qu'est-ce qui est surpeuplé? C'est nous ou c'est eux? L'Angleterre a 250 habitants au kilomètre carré. Le Niger en a 20. Qui est surpeuplé? La Belgique a 350 habitants au kilomètre carré. Nous en avons 20. Qui est surpeuplé? C'est nous ou c'est eux? C'est à nous de leur dire de diminuer, de faire des enfants. Et ce n'est pas à eux de nous dire. N'est-ce pas? Le Bangladesh a 146 000 habitants, 46 000 km². 146 000, le Bangladesh. Ils sont combien? 140 millions. 140 millions. Sur une superficie égale à la superficie de d'Ifa ou de Zender. Ça, c'est le Bangladesh. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de pénurie alimentaire au Bangladesh? Jamais. Personne d'entre vous n'a jamais entendu dire que le Bangladesh a besoin de Temoko. Donc la solution, il faut la chercher ici. Il faut la chercher ici. Et il ne faut pas faire de détournement des deniers publics. Celui qui détourne, vous le prenez, vous le bouclez pour 50 ans.
Merci, professeur. Bon, voilà ce que je peux dire en ce qui concerne les institutions. Les institutions, il ne faut pas confondre ce qui se passe aujourd'hui avec ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, depuis l'arrivée des colonisateurs, le chef est un auxiliaire de l'administration. Un auxiliaire de l'administration. Donc ce que nous pouvons prendre avec les systèmes anciens, prenez, j'ai écrit l'organisation de l'Empire Songhai. Elle est là. L'organisation de Borno, elle est là. L'organisation de l'Aïr, qui était quelque chose d'assez spécial parce qu'il y a un monde nomade autour d'Agadez, et dans ce monde nomade, il y a une décentralisation. Quand vous êtes dans une tribu, dans une tawchit, comme on dit en tamashek, quand vous êtes dans une tawchit, vous pouvez dépendre de quelqu'un. Mais l'organisation est telle que vous êtes indépendant. Vous vous organisez vous-même. Je sais que maintenant, c'est difficile, mais il faut adapter. Il faut décentraliser. Décentraliser n'empêche pas. Notre organisation, nos organisations avant, c'était la décentralisation. Alors, bon, pour ce qui concerne l'islam, voilà, j'ai écrit ce que j'ai écrit. Je ne suis pas un islamologue, mais quand vous faites l'histoire du Niger, vous êtes obligé d'aller avec l'islam. Quand vous faites l'histoire du Niger, vous êtes obligé de travailler les premiers écrits sur le Niger. Je ne dis pas la tradition orale. Les premiers écrits sont en langue arabe. 876. En 876, ça vous fait combien? Ça vous fait 1200 ans, quelque chose comme ça. Pour la première fois que quelqu'un a parlé du Niger. Et c'est quelqu'un qui a recueilli des informations, c'est-à-dire que déjà en 876, avant 876, il y avait des rapports entre le Niger et les pays du Moyen-Orient. Parce que c'est de là-bas que nous avons les premiers écrits. Alors vous êtes obligé donc de travailler avec les écrits qui ont été réalisés en langue arabe. Vous ne pouvez pas faire l'histoire du Niger correctement. Le Niger avant la colonisation, vous ne pouvez pas la faire correctement sans les écrits en langue arabe. Impossible. Merci, professeur. Voilà pourquoi j'ai parlé de intéressant. L'islam, c'est important pour le Niger. L'islam au Niger fait que, en fait, c'est le lien. Actuellement, c'est le lien principal entre les ethnies nigériennes. C'est le lien numéro 1. L'islam, dans toutes les régions du Niger, à partir du 15e siècle, j'ai fait le compte, il y avait, au 15e siècle déjà, il y avait une seule région du Niger où le roi n'était pas musulman. En ce moment, il n'y avait même pas de roi, c'est l'Arewa. L'Arewa, après, il y a eu un roi, surtout au XVIIe siècle. À partir du XVIIe siècle, oui. Mais sinon, en ce moment, la majorité de la population n'était pas musulmane. Mais les rois, à partir du XVe siècle, étaient tous musulmans. Dans le Songhai, c'est au Xe siècle. C'est-à-dire, dans le Songhai, je parle du Songhai au sens vrai du terme. C'est-à-dire ce qu'on appelle les Hermas, les Dandis, les Calais, tout ça, les Gaulais, les Maches. Tout ça,
Tout ça, quand je parle de Germain, quand je dis Germain, je parle de tous ces gens-là. C'est ce que dans les textes, on appelle Al Songoï, les gens du Songoï. Donc, ils étaient au Xe siècle, c'est-à-dire ça fait 1000 ans que l'islam est ici en pays, dans ce pays-là. Dans le Borno, ça fait plus de 1000 ans. Dans l'Aïr, c'est une situation un peu différente, mais les rois étaient musulmans et les chefs aussi, les grands, il y avait des religieux. Donc ça fait aussi 800 à 1000 ans dans cette région. Dans le Songhai, ça fait les gens qui sont arrivés de Tahert en Algérie et ils ont créé Sané, les ancêtres des gens de Sané d'ici. Il y a un Sané ici, vous savez, à côté de, qui est dans le village de Ndunga maintenant. Et Sané, les gens de Sané ici, c'est en 750 les premiers musulmans qui sont venus comme commerçants pour s'installer sur la rive gauche du fleuve Niger, en face de Gao, 750. Vous voyez? Ça fait combien? Ça ne fait pas 1000 ans, ça fait 1300. Ils étaient musulmans, les gens de Séné. Il y a 1300 ans, ils étaient musulmans. Donc, l'islam fait partie du passé. Quand les Germains disent quand il dit ça, ils ne savent pas qu'il parle arabe. C'est ça. Que c'est de l'arabe. N'est-ce pas? Merci, professeur. Pour finir, quel message vous avez à donner à la jeunesse actuelle et la jeunesse, tout pays doit pouvoir compter sur sa jeunesse. Je ne sais pas, moi, il y a fait déjà quelques temps que je me suis retiré de tout, n'est-ce pas? J'ai retiré. Vous êtes peut-être les premiers depuis longtemps qui j'ai accepté de parler. Merci. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un frémissement. C'est-à-dire les gens ont commencé à prendre conscience de la situation, de l'impasse dans laquelle notre jeunesse risque d'être. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a quand même un frémissement. Que les gens comprennent que dans un pays où vous avez du charbon partout, vous avez de l'uranium, vous avez du fer, vous avez des phosphates, vous avez de l'eau du fleuve, ici, là, vous avez de l'eau sous le lac Tchad. J'ai écouté un jour un géologue français qui disait qu'il y a 500 000 km² d'eau sous le Tchad, sous le lac Tchad. Donc vous avez tout ça. La jeunesse doit être consciente du fait que ce pays peut être transformé de telle façon que chacun vive dignement. C'est possible. On dit qu'il n'y a pas de problème d'eau au Niger. Il n'y a pas de problème d'eau. Et l'eau est à la base de tout. Donc, il faut que les gens continuent à être... Il faut que les gens soient encore plus optimistes et sachent qu'ils sont capables de transformer ce pays. Si les gens qu'ils ont, les adultes qu'ils ont mis au monde ont été carents dans ce... Mais la route est longue. La route est longue. Les jeunes pourront transformer ce pays. Les dirigeants et les futurs dirigeants doivent être conscients du fait que c'est ça, c'est cette mission qu'on nous a donnée. Travailler dans les plantations de Côte d'Ivoire. La majorité, il paraît, des travailleurs des plantations, là, c'est des Burkinabés en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on nous dit. Donc, nous, on va continuer, on va laisser le sable nous entendre. Si vous allez au Niger, vous allez d'abord au Jado. Qu'est-ce que vous allez voir?
une énorme masse d'eau à côté d'un ancien fort, d'un ancien village. Une énorme masse d'eau, d'où elle vient? Vous allez voir à Ségedine des dates. Si on développe cette culture des dates ici, là, les gens vont devenir millionnaires pendant le mois de Ramadan. Parce que les gens de Niamey et des Anders et d'ailleurs vont manger cette date. Parce que c'est des bonnes dates, bien grosses, bien rouges. Il n'y a pas besoin d'aller au centre. Si vous montez au-delà, vous allez dans les choses au-delà. Vous voyez là où se trouve la base militaire de Madama. Bon, à gauche, au lieu de partir vers là, vous allez à gauche, pas très loin de la frontière algérienne et libyenne, vous allez voir des sites extraordinaires de peinture et de gravures rupestres qui peuvent attirer des millions de touristes à travers le monde. Si vous descendez, vous allez voir un endroit, il y a un endroit, vous savez, qui s'appelle Arako. Ça s'appelle Arako. Vous savez, une fois j'étais en France, j'ai rencontré un médecin, et puis je lui dis que je suis du Niger. Il dit, ah, on m'a proposé d'aller à Arako. C'est un développement d'une ère extraordinaire, d'une beauté sublime, terrible. Le Français qui sert à Paris, il connaît ça. On lui a proposé, je ne sais pas si finalement il a été, ou bien si avec la situation qui a suivi, s'ils ont annulé la chose. Mais il connaît Arako. Vous savez, vous voyez, parce que c'est un tissu touristique terrible, très, très joli, formidable. Un développement de dunes, vous avez comme l'impression que ce sont des enfants qui sont venus, qui se sont amusés. Ça n'a rien, c'est beaucoup plus beau que ce que vous allez voir si vous allez à Bilma, en passant par exemple par Chegour. C'est intéressant. Merci, professeur. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cet entretien avec professeur Djibo Hamani. Prochain rendez-vous dans les greniers du savoir et nous vous remercions. Merci, professeur, pour merci très infiniment. intéressant. Merci beaucoup. Merci infiniment et bon courage. Merci.